management package fonctionne comme un mécanisme d'alignement d'intérêts entre un fonds d'investissement d'une part et une équipe dirigeante d'autre part. C'est construit comme un schéma de co-investissement par lequel on va avoir d'une part des dirigeants qui investissent dans des instruments qui leur permettront de bénéficier de manière potentiellement démultipliée de la performance réalisée, et un fonds d'investissement qui investira dans des instruments qui leur permettront de potentiellement percevoir un petit peu moins de valeur au profit des managers. C'est un outil très puissant des opérations de LBO qui permet à des fonds d'investissement dont le métier n'est pas de gérer l'entreprise, de s'adjoindre les services d'équipes dirigeantes parmi les meilleurs du marché afin de les surmotiver à délivrer la performance que les investisseurs des fonds attendent. La loi de finances pour 2025 s'articule autour de deux axes. Le premier, c'est une définition de ce qu'est un gain de management package, c'est-à-dire un gain qui va rentrer dans ce nouveau régime fiscal. Et ce gain se définit donc d'abord par une référence à la manière dont ce gain est déterminé. Quand ce gain est déterminé par référence à une performance financière de l'entreprise ou de l'individu, c'est un premier critère qui est défini donc, et qui devrait être confirmé dans les commentaires de l'administration fiscale. Et le deuxième critère, il faut que ce gain soit conditionné au respect d'engagements contractuels entre le manager et les investisseurs financiers, de type par exemple les engagements de non-concurrence ou les promesses en cas de cessation des fonctions. Le deuxième apport du nouveau régime est la définition, en fait la redéfinition de la manière dont le gain va être taxé, pour prendre en compte enfin la nature duale en fait de ce gain, qui est à la fois un gain qui rémunère un projet entrepreneurial, mais qui en même temps accordé à quelqu'un en sa qualité de salarié ou de dirigeant. Eh bien la loi est venue instaurer un seuil en deçà duquel le gain va être taxé comme une plus-value, donc à un taux entre 30 et 34% pour simplifier, et au-delà duquel ce gain va être traité comme du salaire. Et c'est le deuxième apport de cette nouvelle loi. Cette réforme présente tout d'abord un impact positif qui est la clarification d'un régime qui jusqu'à présent était par certains aspects un peu douteux. On peut donc se réjouir du fait que désormais il y a un cadre juridique et réglementaire relativement clarifié. Relativement car il est toujours nécessaire d'apporter un certain nombre de clarifications au schéma proposé par le législateur. Nous avons en effet besoin de pratiquer cette nouvelle réglementation pour mieux en comprendre les contours. On peut, dans cette perspective, se dire que les nouvelles formes de négociation, les nouvelles formes de structuration que l'on voit commencer à se dessiner vont permettre de faire émerger une nouvelle pratique qui sera probablement le reflet d'un nouvel équilibre entre fonds et management. Que peut-on dire de cette réforme après un peu plus de 3 mois de pratique? Alors j'ai un premier constat, c'est qu'elle implique un recours beaucoup plus accru aux modélisations financières, à la fois à l'entrée et à la sortie des deals. Alors à la sortie, pourquoi? Eh bien parce que premièrement, il faut calculer la fiscalité des managers sortants, ce qui n'est pas forcément une chose aisée parce que ça n'avait pas été anticipé par définition, la loi étant nouvelle, et c'est aussi déterminant de leur capacité à réinvestir dans la nouvelle opération parce que dans le cadre de la nouvelle loi, le sursis d'imposition n'est pas acquis sur l'intégralité des réinvestissements. Certains gains ne peuvent pas faire l'objet d'un sursis et donc ça obère la capacité des managers à réinvestir. Et donc c'est un enjeu à la fois économique et de négociation. Dans le cas des nouvelles opérations, il faut également structurer les nouveaux instruments en prenant en compte les nouvelles règles, ce qui ici encore implique beaucoup plus de modélisation pour s'assurer que eh bien, la fiscalité à la sortie a bien été anticipée. Le deuxième constat qu'on peut faire, mais c'est une erreur de jeunesse en fait du texte, qui s'il a le mérite en fait de poser des principes qu'on attendait depuis longtemps, pose quand même beaucoup de questions dans la mise en œuvre très pratique et très concrète des nouvelles règles. Enfin, il y a plein de situations différentes, hein. Chaque cas est presque un cas particulier, et les nouvelles règles
Dans beaucoup de cas, on ne sait pas vraiment les appliquer, ou en tout cas on est obligé de prendre des positions ou des interprétations. Et donc ces hésitations en fait et ces interrogations font aujourd'hui l'objet de discussions avec l'administration fiscale dans le cadre de la préparation de ces commentaires qui devraient être publiés dans un BOFIP à venir. On espère donc que l'administration va apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces questions pour essayer d'apporter le maximum de sécurité juridique qui est tout l'enjeu de cette nouvelle réforme.